Dans le cadre de cette 35e édition du Salon international du livre de montagne de Passy, je vous souhaite la bienvenue et je remercie nos invités, Roberto Louvain et François Garde, de venir nous éclairer sur les aspects juridiques du réchauffement climatique. François Garde est le créateur de ce Salon du livre de montagne, il y a 35 ans maintenant, et il a fait une carrière de haut fonctionnaire et notamment de juge administratif. Et Roberto Louvain est professeur de droit en Italie et il a été président d'honneur de l'une des éditions du Salon. Et on sait qu'on a beaucoup parlé du réchauffement climatique et on en connaît les effets à la fois sur la modification du paysage, sur la métamorphose des glaciers, mais aussi sur la dangerosité de la montagne avec désormais des chutes de pierres, des difficultés dans les voies d'accès, dans les différentes voies, que ce soit au Mont Blanc ou à l'Everest, les chutes de sérac, et le secours en montagne n'a jamais été aussi actif qu'actuellement. D'où la question de savoir s'il faut un encadrement juridique des pratiques en haute montagne, la haute montagne étant qualifiée d'espace de liberté, mais aussi maintenant d'espace de grande dangerosité. Donc il y a un équilibre probablement à trouver entre finalement la pratique raisonnable de la montagne et puis la restriction possible ou probable des libertés d'aller et venir dans des endroits dangereux. Donc, on a beaucoup parlé l'année dernière des aspects juridiques du Mont Blanc. À qui appartenait-il? Est-ce qu'il appartenait à la France, à l'Italie, même à la Suisse? Aujourd'hui, la thématique est peut-être tout autre. Je dis, faut-il s'adapter au réchauffement climatique sur le plan de la réglementation juridique? Robert. Bonjour. Ça va. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Ils sont ennuyeux, ces juristes. Ils mettent leur nez un peu partout. Ils veulent essayer de régler toutes sortes de problèmes. Et le problème de la justice climatique est un énorme problème. C'est un problème éthique, un problème politique, géopolitique et également de nature juridique, puisque nous nous trouvons face à un changement global dû au réchauffement climatique qui pèse de façon différente sur les différentes couches de population. Nous en avons une perception un peu spéciale parce que nous vivons à côté des glaciers. C'est l'année internationale de la protection des glaciers, l'année 2025. C'est ainsi qu'elle a été lancée comme grand projet de protection globale de la part des Nations Unies. Mais ici, nous n'avons pas attendu 2025 pour nous poser quelques problèmes. Cependant, les problèmes se posent de façon différente des trois côtés de la frontière, les trois côtés du Mont Blanc. Et c'est intéressant à voir parce que, premièrement, les espaces de haute montagne ne sont pas qualifiés tous de la même façon. Les glaciers en particulier, ils ne sont pas qualifiés de façon précise du côté français. Il n'y a pas une définition juridique française. Il y a un intérêt à protéger ces espaces, mais il n'y a pas une qualification formelle. Du côté italien, non plus au point de vue légal, mais la jurisprudence a été très tranchante là-dessus. Ils appartiennent au domaine. Si vous regardez, si vous employez un périscope juridique par-dessus le Mont Blanc, c'est du domaine hydrique, non pas national, mais régional en Italie. Les glaciers sont sous la coupe de la responsabilité de l'intervention juridique de la région autonome de la vallée d'Aoste. Et du côté français, c'est encore plus intéressant, du côté suisse, pardon, c'est encore plus intéressant parce que c'est les communes qui sont responsables au Valais pour ce qui est des glaciers. Donc, là, tous ces aspects sont à considérer de façon différente et il y aurait besoin d'une coordination plus stricte pour faire de sorte que, comme nous l'avons fait pour le secours en montagne, pour d'autres infrastructures, pour la gestion du tunnel, ainsi de suite, il n'y ait pas un charcutage, une séparation territoriale trop nette et qu'il y ait une vision, à mon sens plus unitaire, coordonnée sur la façon d'aborder ces risques. Si la question est
Faut-il laisser tout le monde libre et ou bien assumer des obligations de protection des personnes à la montagne? Je crois que cela s'impose. Il y a certainement un droit de jouir de la nature qui est un droit globalement reconnu, mais il y a aussi un devoir de protection de la part des collectivités publiques et des États, et cela doit se définir. Le problème de la responsabilité à la montagne est un problème qui a été très bien étudié, mais sur lequel nous avons des jurisprudences très variables, puisque certains sujets, les administrateurs publics, donc les maires en premier lieu, les responsables professionnels, les guides de montagne, ceux qui gèrent les refuges, etc., ont des degrés de responsabilité différentes par rapport à ce qui est en train de se produire. Et il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est que l'on sait de plus en plus ce qui est en train de se passer, et l'on peut de plus en plus essayer de prévoir, et la connaissance augmente le niveau de responsabilité des sujets qui ont la protection des lieux et la tutelle de la santé publique et donc de la sécurité aussi publique. Et il s'agit d'organiser cela dans un cadre bien défini. Nous avons, je crois, d'une part et d'autre, encore beaucoup de choses à faire. Il y a tout un effort de la doctrine, de ceux qui étudient la montagne et en général la responsabilité à la montagne. On est en train de définir des cadres juridiques meilleurs, mais je crois qu'on avance plutôt lentement de ce côté-là, et plus lentement que l'évolution qui est en train de se jouer sur le terrain. Il y a une évolution nécessaire du droit pour ceux qui pratiquent la montagne, mais aussi pour ceux qui y habitent. Et quand on voit la multiplicité des catastrophes naturelles, est-ce qu'il y a une évolution du droit en France? François? Non. Alors, il y a, à ma connaissance, plusieurs avancées récentes, disons dans les 40 dernières années. Il y a d'abord le fait que les assureurs sont désormais obligés d'inclure une surprime catastrophe naturelle dans les contrats de chacun d'entre nous. Alors, ça n'est pas que le réchauffement climatique, mais donc lorsque l'état de catastrophe naturelle est reconnu, c'est pour ça que l'arrêté ministériel est impatiemment attendu et annoncé maintenant très très vite après la catastrophe, les gens sont indemnisés par leurs assureurs, c'est-à-dire par nous tous, puisque cette caisse commune des assureurs est alimentée par la cotisation de chacun d'entre nous. Donc ça vaut pour la submersion au bord de mer, la tempête Xynthia par exemple, ça vaut aussi le cas échéant pour des effondrements en montagne. Donc le fait que ait été imaginé un dispositif assurantiel obligatoire est une avancée de ce point de vue-là dans la socialisation du risque et dans le fait que le risque est ainsi couvert. Un peu plus récemment, il y a eu la loi Barnier qui s'applique de fait à un seul endroit en France, mais c'est pas écrit comme ça, donc ça pourrait être généralisé, sur un hameau dont on m'échappe en Isère, qui est au pied d'une falaise dont on est certain qu'elle va s'effondrer. Et donc, les gens y habitent, mais avec une certaine incertitude, et donc leurs maisons sont totalement invendables. Et donc la loi Barnier dit, je résume à grands traits, Barnier du temps où il était mis en environnement, hein, pas dans son récent comeback. Cette loi dit que si les propriétaires le demandent, l'État est obligé de racheter la maison, parce que cette maison n'a plus de valeur sur le marché. Mais si l'État la rachète, c'est aussi une forme d'assurance, parce que l'État, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la raser pour éviter que des squatteurs viennent et se prennent la falaise sur la tête. Donc, que ce soit à travers un dispositif assurantiel ou un dispositif national, législatif, le risque, la réponse, là où le droit a évolué, c'est pour assurer une couverture, encore une fois assurantielle ou législative, à celles et ceux qui subissent un risque du fait du changement climatique. Pas que, mais du fait du changement climatique. Je voudrais aussi, pour rebondir sur le titre de la conférence, souligner que si on prend le thème qui nous a été donné, nous avons 1 heure,
c'est les aspects juridiques du changement climatique. Moi, je voulais juste annoncer un plan en 2 parties, mais je ne traiterai surtout la première. C'est les aspects de droit international et les aspects de droit interne. Alors, Robert a évoqué les aspects de droit interne. Je voudrais juste faire un petit point sur le droit international parce que de nouvelles questions de droit international se posent à travers le changement climatique. Je prends 2 exemples. Tuvalu. Tuvalu, tout le monde connaît, c'est un atoll, enfin c'est un pays dans le Pacifique dont le point culminant doit être à peu près 2,50 m. C'est une série d'atolls. Tout le monde sait que dans 50 ans, Tuvalu n'existera plus. Donc pour être un État, c'est le débat qu'on a actuellement sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Je vais faire la parenthèse. Il faut, ça c'est première année de droit, je crois, si je me rappelle bien, il faut un territoire, une population et un gouvernement, enfin une administration, une structure publique qui s'en occupe. Donc à Tuvalu, il n'y aura plus de territoire. Les habitants partiront dans l'île d'à côté, se noieront, enfin peu importe si je puis dire. Et le gouvernement, il sera un gouvernement en exil dans l'atoll suivant. Bon. Et on verra ainsi, donc Tuvalu va disparaître, un État va disparaître juridiquement. C'est du fait du changement climatique. À ma connaissance, c'est une première absolue. Ou alors on implante un mât en béton à 40 mètres de haut, on accroche un drapeau et on dit Tuvalu est là, et puis c'est un gouvernement en exil avec une population en exil. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc comment on gère la disparition physique d'un État? La question n'est pas théorique. Pour Tuvalu, elle se pose là maintenant. Elle se posera un peu plus tard pour d'autres États du Pacifique. Les Pays-Bas, il y a quelques collines qui leur permettront de... Voilà, bref. Vous voyez ce que je veux dire. Le réchauffement climatique provoque donc des mouvements de population importants, etc. Mais ça peut aller jusqu'à la disparition d'un État. Je crois que ça méritait d'être souligné. Mon deuxième exemple se passe au Canada. Vous avez entendu parler du passage du Nord-Ouest qui permet de longer le Groenland, ensuite on tourne à gauche, il y a tout un dédale d'îles canadiennes, et enfin entre le Canada continental et les îles de l'Arctique, et on ressort dans le Pacifique. Si on prend cet itinéraire, j'enlève les glaces pour l'instant, on gagne 15 à 20 jours sur le trajet classique qui passe par le canal du Panama ou par le canal de Suez, enfin ça dépend par où on passe. Donc c'est extrêmement important pour le commerce mondial. Pour l'instant, il y a des bateaux de croisière, des bateaux militaires qui passent. Dans quelques années, il est probable que 3 mois dans l'année, ce passage sera ouvert aux navires de commerce, aux porte-conteneurs, etc. Et que donc nos t-shirts viendront par là et plus par le canal du Panama. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Est apparue d'ores et déjà une controverse assez vive entre le Canada et le reste du monde. Non seulement les États-Unis, les États-Unis, la Chine, l'Europe, d'un côté, le Canada de l'autre, sur le statut du passage du Nord-Ouest. Pour le Canada, ce sont des eaux intérieures. Le Canada continental est continental, est canadien, les îles de l'Arctique sont canadiennes, c'est des eaux qui sont salées, certes, mais qui sont entièrement à l'intérieur du Canada. Donc, ce sont des eaux intérieures. Et en droit maritime, ça a un sens, c'est-à-dire qu'on peut décider, Ottawa peut décider, je n'accepte pas les navires nucléaires, je dis n'importe quoi, je n'accepte pas les navires de tel pays, je n'accepte pas les navires de tel ou tel tonnage, enfin bref, je fais ce que je veux. Mettons ce que fait la Turquie avec le Bosphore. Ils ont la clé, ils ouvrent ou ils ferment selon leur envie et personne ne le conteste. Ça, c'est la thèse du Canada. Tous les autres pays disent ah non, ce sont des eaux internationales avec le principe de ce qu'on appelle le passage innocent, c'est-à-dire en clair de libre navigation tant qu'on ne fait pas de bêtises. Et donc le Canada n'aurait pas le droit d'empêcher le passage de tel ou tel navire. Je ne vais pas dire ici qui a tort, qui a raison, parce que ce n'est pas une sorte de raison, c'est une sorte de rapport de force et de construction juridique, mais le débat sur le statut du passage du Nord-Ouest au intérieur ou au international est un débat qui n'existe que pour dans 20 ans, mais qui n'existe que qu'à raison du réchauffement climatique. Donc, le réchauffement climatique, on en parle dans les conférences internationales à raison des engagements, des COP, etc., de tout ce mécanisme dont on nous parle beaucoup à la télévision, et c'est très bien qu'on soit au courant de ce qui se passe, mais il y a aussi des enjeux extrêmement concrets, ici ou là, aux 4 coins de la planète, où le réchauffement climatique impacte les relations internationales, impacte donc la vie des États, impacte la géostratégie, impacte les mouvements militaires, etc., etc. Donc le réchauffement climatique
c'est pas, comment dirais-je, il perturbe par son existence même la société internationale, si cette expression a encore un sens d'ailleurs, enfin, en tout cas elle perturbe les équilibres entre les États, et avec encore une fois des coalitions tout à fait inattendues. Si je vous dis Canada tout seul de côté contre États-Unis, Union européenne et Chine, on se dit il y a un truc là, j'ai manqué une étape. Non, on n'a pas manqué une étape, mais selon les problèmes, des coalitions d'intérêts se nouent, et le Canada est tout seul à défendre cette thèse. Donc, et si, par hypothèse, le Canada devenait le 50e et 1e État des États-Unis, et puis le Groenland aussi, pendant qu'on y est, on fait un paquet global, je suis absolument certain que les États-Unis diraient, mais évidemment, le détroit du Groenland et le passage du Nord-Ouest sont des eaux intérieures américaines, et nous, les États-Unis, on fait ce qu'on veut. Bref, on définit sa stratégie en fonction de ses intérêts, ça n'est pas illégitime. Mais en tout cas, sur le statut du passage du Nord-Ouest, il y a des positions, des postures, etc., mais il n'y a aucun travail de construction d'une solution. Donc le jour où il sera ouvert, dans 15 ou 20 ans, il faudra qu'on ait progressé d'ici là, parce que sinon, le Canada envoie un navire de guerre pour bloquer un navire chinois. Vous imaginez le scénario, si on n'a pas travaillé ça en amont. Donc l'horloge du compte à rebours de réchauffement climatique, on en parle beaucoup à beaucoup d'égards, mais moi je voulais juste insister sur le fait que ça perturbe aussi les grandes équations géopolitiques internationales. Je peux enchaîner. C'est ce que tu viens de dire, François, est très intéressant, et c'est, disons, un côté du problème, c'est-à-dire l'aspect géopolitique de changement et de nouvelles opportunités qui se créent. Il y a une partie de l'humanité qui croit que le réchauffement climatique, en admettant qu'il soit une responsabilité humaine, puisque les climato-sceptiques sont toujours très très nombreux dans la planète, mais qui croient que le réchauffement climatique est une grande opportunité, naturellement pour de nouvelles installations minières, pour l'expansion, voire sur le Groenland de la part des États-Unis, pour de nouvelles voies maritimes, et ainsi de suite. Mais globalement, une très grande affaire, très grande business qui peuvent redonner du souffle à l'économie et à la finance internationale. Et puis il y a une autre partie de l'humanité qui quand même est un peu plus inquiète, parce qu'il y a quelques milliards de personnes qui vont perdre leur vie, leur travail, leur terre. Ils vont se trouver au milieu de zones arides. C'est bien de s'occuper de Tuvalu, d'autant plus que c'est grâce à ce petit État qu'un grand avis a été rendu public il y a quelques jours de la part de la Cour de justice internationale. Ce sont donc des exemples symboliquement très importants, mais ce ne sont que quelques milliers de personnes. Nous pensons, enfin, c'est les Nations Unies qui estiment que 2 milliards d'êtres humains sont en danger à cause de la transformation de notre climat, et qu'il s'impose de faire quelque chose. La Cour de justice internationale, finalement, elle nous a donné un cadre juridique très précis. Elle s'est interrogée sur la base de tous les engagements qui ont été pris par la société internationale, entre guillemets, et elle en a tiré comme conclusion que les États sont responsables, que le changement climatique est, dans une certaine mesure, la responsabilité de l'inaction, de l'omission de la part des États. L'arrêt est du 23 juillet dernier, donc c'est pas un arrêt, pardon, je me corrige, c'est un avis. Mais c'est un avis qui a été demandé par l'Assemblée des Nations Unies, en partant justement de la situation de Tuvalu. Et la Cour de justice a très bien précisé qu'il s'agissait d'appliquer le principe de précaution et le principe de ne pas créer un danger, un dommage ultérieur, et qu'il fallait donc impérativement intervenir. C'est maintenant, je crois, la base juridique générale sur laquelle énormément de contentieux peuvent se déployer. L'Europe a été à la tête du peloton des pays où des jugements de ce genre ont eu lieu. C'est en 2013 qu'aux Pays-Bas, la première sentence a été prononcée dans l'affaire Urgenda, à l'instance d'une fondation qui
de son nom même, s'était engagé à défendre les questions urgentes du changement climatique et les Pays-Bas ont été condamnés. D'autres pays l'ont été. En France, nous avions eu une affaire très importante à l'initiative de 4 grandes fondations françaises. C'était la question, l'affaire du siècle. L'affaire du siècle sur laquelle le Conseil d'État s'est prononcé et a condamné l'État français. La Suisse n'a pas voulu réagir positivement aux instances internes et elle s'est faite condamner par la Cour de justice, pardon, par la Cour des droits de l'homme de Strasbourg l'année passée par l'affaire que l'on appelle Signorinen, du nom des aînés ES, qui ont promu cette initiative avec un groupe de jeunes aussi, mais dans l'intérêt des personnes âgées qui ont estimé être atteintes dans leur droit à la santé de la part de l'inaction de la Confédération helvétique, ce qui a été constaté par la Cour. Donc, il y a de la part de la justice internationale une série maintenant de points fermes. Si on en avait parlé il y a une vingtaine d'années, nous n'aurions eu rien sur la table, mais indépendamment d'indications précises de la part des États, maintenant la toile est claire, le cadre est juridiquement défini, il y a une responsabilité des États qui doivent intervenir dans cette direction. Et je pense que les initiatives vont se multiplier. À l'heure actuelle, il y a un compteur que vous trouvez sur un site internet de la Columbia University qui vous indique combien de procès sont actuellement en cours. Ce sont des procès contre les États, ce sont des procès contre les grands pollueurs, Total, Exxon, etc. Et puis il y a un autre aspect, je voudrais juste laisser une trace de cette question qui ne me paraît pas des moindres. Il y a des procès contre les activistes qui défendent le climat. Il y a une criminalisation très très poussée de la part de plusieurs États. On est en train d'essayer de mettre sous silence. En Italie, il y a une loi il y a 6 mois, une loi en matière de sécurité très lourde pour punir les personnes, les mouvements, les activistes, les militants qui manifestent d'une façon ouverte, qui bloquent la circulation d'autres. Ce qui ne s'était jamais vu contre les ouvriers dans le temps, etc. Il y avait des protections des espaces de discussion, de libre expression de la pensée. Et maintenant, il y a dans plusieurs États, on serre les boulons et on essaye de criminaliser cela. Il y a de plus en plus de procès contre ceux qui, à mes yeux, je pense ne pas être le seul à le penser, sont les porte-drapeaux d'un espoir, d'une défense d'un monde moins pollué et également moins exposé au risque du réchauffement climatique. Oui. Plusieurs réactions à ce que tu viens de dire. Pour compléter la panoplie des actions contentieuses engagées, il y en a une qui a attiré mon attention tout récemment, en Martinique. Il y a des sargasses, c'est-à-dire des algues qui viennent s'échouer sur les plages de la façade atlantique. Moi, j'ai habité en Martinique il y a plusieurs décennies. Il y en avait un peu, mais c'était pas très gênant. On traversait quelques mètres d'algues et puis on allait nager. Et maintenant, c'est des amas de plusieurs centaines de mètres, impossibles à traverser, qui tuent toute vie. Et quand la tempête les pousse sur la plage, ça pourrit, c'est toxique. Enfin, c'est vraiment un vrai problème. Et un collectif. Alors, on ne sait pas très bien pourquoi les sargasses sont devenues aussi nombreuses et aussi invasives. Il est probable que c'est le réchauffement climatique. Je ne suis pas certain, mais ça, c'est la seule explication qu'on voit à ce changement dans la présence d'algues. Donc c'est une véritable nuisance pour les habitants de la Martinique et donc un collectif a assigné l'État en justice en demandant 15 000 € par Martiniquais, enfin par ceux qui sont dans l'action collective, pour le préjudice qu'ils subissent du fait de l'accès à la plage.
Alors ça, c'est un exemple intéressant. Je ne suis pas naïf au point de ne pas voir les arrière-pensées politiques de ceux qui ont lancé cette initiative contre la République française. Mais je suis en même temps, alors c'est paradoxal de la part d'un ancien magistrat, mais moi je m'interroge, j'ai pas de réponse, mais je m'interroge pour savoir si la démarche contentieuse est une bonne démarche. Je reprends l'exemple, imaginons qu'on enjambe de nombreuses étapes juridiques, on donne 15 000 € à chacun des Martiniquais qui ont fait le procès. Qu'est-ce que ça change? Les Martiniquais vont s'acheter une moto, enfin, ce qu'ils voudront avec leurs 15 000 €, mais les sargasses seront toujours là. C'est complètement, ça n'a aucun rapport. Donc, demander de l'argent à l'État, faute de mieux, ils auraient pu demander de l'argent à d'autres institutions, mais l'État, on sait qu'il est extrêmement riche, donc on peut y aller. Demander de l'argent à l'État, c'est la certitude d'avoir un débiteur solvable, pour l'instant. Mais est-ce que ça fait avancer le problème? Oui, se dit-on, parce que si on tape l'État au portefeuille, ça l'incite à bouger. Je comprends le raisonnement. Mais en même temps, le lien de causalité entre l'inaction de l'État il y a 20, 50, 80 ans et ce qui se passe aujourd'hui est un lien de causalité qui est extrêmement ténu. Donc, c'est pas l'État qui a provoqué le réchauffement climatique. Il n'y a jamais eu une décision de l'État, ni français, ni italien, ni autre, disant « youpi, on va réchauffer la planète ». Il y a eu des milliers de décisions prises par des milliers d'acteurs publics et privés pendant 80 ans ou 100 ans ou depuis le début de la révolution industrielle, sans que personne n'ait une idée du problème, et maintenant le problème est posé. Mais dire que l'État ou même telle entreprise est responsable d'eux, ça me paraît un peu rapide, d'autant encore une fois que c'est pas l'État français, c'est, mettons, l'ensemble des sociétés occidentales. Donc, le lien de causalité qui est important pour un juriste me paraît ténu. Ce que je voulais dire par rapport à ça aussi, c'est que donc la démarche contentieuse me semble quelque part aussi un aveu d'échec. C'est ça qui est paradoxal pour un magistrat. Qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas content de la politique du gouvernement? On ne fait pas un procès, on crée un mouvement politique, on défend une cause, on pousse ses pions, on fait bouger les lignes. C'est la même chose, mettons, sur la qualité de l'air dans la vallée de l'Arve, sujet que certains d'entre vous connaissent sans doute. Il ne s'agit pas tellement de demander de l'argent à l'État, il faut faire pression sur les élus pour que les choses changent. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi un aveu d'échec que de dire on ne fait rien, grosso modo, mais on fait des procès? Alors ça, médiatisé, il y a une certaine expertise en la matière, on voit bien que ça attire l'attention du grand public et des médias, enfin des médias et du grand public. D'abord parce que c'est pittoresque de demander 15 milliards d'euros à Total, parce qu'on sait que Total peut payer, etc. On sait très bien que juridiquement ça va dans le mur, mais on en parle, et donc ça fait un peu de mousse. Mais très concrètement, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Donc, est-ce que la démarche contentieuse n'est pas un aveu de faiblesse? Et par ailleurs, sur les activistes, je ne connais pas la loi italienne dont tu viens de parler. Moi, je suis contre les lois, comment dirais-je, les lois spéciales, les lois d'émotion, les lois du moment. Il y a des lois qui répriment un certain nombre d'activités. On n'a pas le droit de taper sur les policiers, des choses comme ça. Donc, si les militants du climat n'ont ni plus de droits ni moins de droits que les militants du syndicalisme agricole ou féministe, ou ce que vous voudrez. Et je vois pourquoi il faudrait les protéger particulièrement. J'étais, à cet égard, comme beaucoup sans doute, très choqué par ces jeunes crétins qui balançaient de la soupe sur des tableaux dans divers musées du monde, qu'on m'explique comme quoi le fait d'aller souiller un tableau change quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est tellement contre-productif que ça a duré 1 an et puis ils ont arrêté de le faire. Il ne faut pas se moquer du monde. Qu'il y ait des jeunes et des moins jeunes qui se mobilisent pour le climat, c'est très bien. Ils ont des outils dans leurs mains, ils peuvent faire de l'action politique, ils peuvent voter aux élections, etc., faire pression, enfin, bref, conduire une action politique au service de leur cause. Mais je suis à la fois contre les lois d'exception et contre les gens qui ne respectent pas la loi. Continuez. Oui, parce que le débat c'était intéressant là-dessus. Nous n'avons pas nécessairement les partager totalement, mais peut-être apporter quelques compléments d'information, de suggestions. Pourquoi aller en justice? En réalité, les tribunaux sont, et je crois que à partir de l'affaire Halimi sur l'interruption volontaire de grossesse, les procès sont des instances dans lesquelles on
met devant les yeux de l'opinion publique d'une façon très évidente l'existence d'un problème qui dépasse largement le cas concret. Il y a une justice qui est rendue pour résoudre la question, mais fatalement le tribunal, depuis tout temps, est aussi une instance publique dans laquelle le débat s'ouvre nécessairement. Sans aller chercher des actions militantes, en effet, stupides, et je souscris entièrement à ce qui vient d'être dit. Il y en a d'autres qui ne créent aucun gêne, finalement. Je voudrais citer quelque chose qui s'est passé à quelques kilomètres d'ici, près de Lausanne, il y a 4 ans. C'est l'affaire du Crédit Suisse. Alors, à un moment donné, le Crédit Suisse, qui montrait patte blanche, mais en réalité finançait des prospections pétrolières et de gros investissements qui allaient exactement dans le sens opposé de la politique fédérale et d'un pays qui se voudrait d'ailleurs en pleine neutralité. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont joué un match de tennis en masque à l'intérieur d'un siège du côté du Crédit Suisse, très sympathique, très amusant, si ce n'est qu'ils ont été traînés en justice pour cela. Et il y a eu 2 sentences, 3 sentences, mais la première les avait acquittés sur la base d'un procès très intéressant qui avait démontré qu'il y avait intérêt à faire ressortir le problème. Et vous savez pourquoi ça est devenu d'intérêt public? Parce qu'ils ont lancé un hashtag « Si Roger savait ». Le témoin dans la publicité du Crédit Suisse, c'était un certain Roger Federer qui s'affichait très sympathisant de la cause de l'environnement, mais en réalité, il soutenait une banque qui faisait un certain nombre d'affaires dans le domaine. Et Si Roger savait a fait vraiment tache d'huile, tout le monde en a parlé, le procès était très intéressant et a démontré quand même qu'il y a des espaces pour pouvoir revendiquer un droit d'expression. Finalement, personne n'avait été perturbé s'ils voulaient leur faire leurs opérations à la banque. Ils ont pu les faire tranquillement. C'était de braves gens, des jeunes très sympathiques par ailleurs. Et comme cela, d'autres situations de ce genre sont en train de se produire dans le monde. Mais je peux vous confirmer, j'en ai étudié un certain nombre, elles sont régulièrement criminalisées à travers la loi, à travers la police, à travers la magistrature, qui montre vraiment un souci de stopper toute discussion là-dessus. François dit bien, il a raison, il faut avancer sur le plan politique, mais il y a quand même une instance internationale qui s'appelle les Nations Unies, qui dit il n'y a plus de temps. Il n'y a plus le temps. Vous pouvez gagner votre parti en faisant constituer des forces politiques, etc. Mais quand vous prendrez les décisions, alors ce sera trop tard, parce qu'on ne revient pas en arrière. Il y a le risque que les scientifiques dénoncent d'un point de basculement, au-delà duquel le processus de réchauffement climatique sera irréversible. Et c'est pour cela que, personnellement, je considère, comme ça a été le cas pour l'esclavage, pour le divorce, pour le racisme, etc., certaines instances judiciaires deviennent le terrain de jeu, dans ce sens, pour promouvoir une cause qui est fondamentale. Dans notre intérêt, peut-être l'ensemble des personnes qui sont ici ne souffrira pas outre mesure de cela, elle aura sa climatisation à la maison pour passer les prochaines décennies, mais ceux qui ont aujourd'hui 10 ans, 20 ans, et certains des acteurs, des promoteurs de ces procès sont justement des mineurs aussi, qui sont représentés par leurs parents, par des associations, ainsi de suite, n'auront pas les mêmes chances de vivre sur cette planète que nous avons. C'est pourquoi je considère que le droit a quelque chose à faire, d'un point de vue direct et d'un point de vue indirect. Et puis, pour terminer, il y a une très très belle affaire, chez vous d'ailleurs, dont on parle à l'étranger, et c'est l'affaire des portraits de Macron qui ont été soustraits dans un certain nombre de municipalités à titre symbolique, des portraits qui auraient pu valoir 50 ou 100 euros maximum sur le marché. Ceux qui ont lancé ces initiatives, qu'ils ont décroché publiquement,
et les ont emportés pour attirer l'attention sur ce problème, ont été pour la plupart condamnés, hormis par le tribunal de Lyon, de correctionnel de Lyon, qui les avait acquittés en première instance en disant ben, écoutez, si l'on met sur la balance les responsabilités générales, globales, et la perte économique de la mairie pour ce qui est de ce portrait, il y a proportion. C'est vrai qu'il n'y a pas toujours une causalité directe, mais il y a quand même une proportion dans l'expression de la pensée par rapport à certaines situations. Il faut donc essayer d'avoir un horizon très large en évaluation. Le roi Créon avait interdit qu'on enterre dans l'enceinte de la ville, comment ça s'appelait, Polynice. Et sa sœur Antigone a désobéi à l'ordre du roi et est allée enterrer son frère selon les usages, risquant ainsi sa liberté et sa vie. Mais il n'est pas Antigone qui veut. Il ne suffit pas de désobéir aux lois pour être nécessairement le porteur d'une grande cause, et ça, on le voit après, on ne le voit pas dans l'instant. Moi, j'ai découvert avec beaucoup d'intérêt la définition du terrorisme en Suisse, consistant à aller jouer au tennis à l'intérieur d'une agence du Crédit Suisse, donc le degré extrême de la violence politique pour les Suisses. Au-delà de la boutade, Robert a eu tout à fait raison de relever cet incident, parce que je disais tout à l'heure, on peut voter, faire de mouvements politiques, etc., mais on peut aussi voter avec son pouvoir économique. On voit bien, la politique de l'actuel président américain déplaît beaucoup en Europe, les touristes européens et canadiens sont en chute libre. Voilà. Donc avec les achats qu'on fait, on peut tout à fait orienter les politiques. Si on dit à son conseiller bancaire « je ne veux pas que mon assurance vie soit placée dans des portefeuilles avec de l'armement, du pétrole, que sais-je », eh bien le cours en bourse de ces actions et donc leur orientation stratégique sera révisé si nous sommes nombreux à faire cela. Donc il y a effectivement le pouvoir politique, mais il y a aussi le pouvoir économique. Et alors, on a beaucoup parlé donc, de la responsabilité des États, de l'encadrement juridique qui consiste à améliorer la situation telle qu'elle est, soit à donner droit à indemnisation. Mais il y a aussi le problème de l'impact du réchauffement climatique sur les individus eux-mêmes. Et est-ce qu'il doit y avoir ou non un encadrement juridique des pratiques dangereuses en montagne? Non. Alors, est-ce que les pratiques en montagne ont un encadrement juridique fixé, en tout cas je parle pour le droit français, depuis assez longtemps, et c'est les principes généraux du droit civil qui s'appliquent, modulo quelques rares spécificités. Notamment, il y a un arrêt de la Cour de cassation de la fin 19e, où il y avait eu une cordée qui avait eu quelques morts, et parce que le riche russe ou anglais qui avait commandé cette cordée a décidé contre l'avis du guide qu'il fallait faire ceci alors qu'il devait faire cela. Et l'arrêt de la Cour de cassation a dit le guide n'est pas un domestique, c'est pas les mots, mais c'est l'idée, n'est pas un domestique alors qui ont dit tu fais ci, tu fais ça, et le guide doit obéir, il a son autonomie, il a son principe de responsabilité, c'est lui qui doit prendre les décisions stratégiques et pas le client. Donc voilà, quelques concepts de droit civil un peu spécifiques ou un peu adaptés aux pratiques de la montagne, mais donc ces principes, ils sont séculaires, et moi j'aime bien que les principes soient séculaires. Si c'est un principe qui date d'avant-hier, c'est pas un principe. Et les principes séculaires du droit civil s'appliquent, ou du droit administratif pour ce qui concerne le rôle de police du maire dans tous les espaces communaux, publics ou privés. Et donc, ce qui menace la pratique des sports de montagne et leur dangerosité, c'est bien sûr aussi la généralisation de ces pratiques, qui était le fait d'individus très peu nombreux il y a encore, mettons, un gros demi-siècle. Et on voit maintenant des gens qui n'ont aucune culture de la montagne, qui viennent en basket, etc. etc. Est-ce qu'il y a un lien avec le réchauffement climatique? Je ne pense pas directement. Pour autant, le fait que le terrain de jeu dans lequel on évolue, que l'on soit novice ou confirmé, le fait que ce terrain de jeu se dégrade parce que la montagne se réchauffe, la glace ne tient plus son rôle
de coagulants de l'ensemble du massif fait que probablement les chutes de pierres, etc., sont plus nombreuses que ce qu'elles étaient. Donc l'un plus l'autre, ça fait deux facteurs qui rendent la montagne plus dangereuse et le rôle des secours plus important. Mais il n'y a pas de lien. Mais pour autant, enfin, l'encadrement juridique des sports ou de la pratique de la montagne reste le même, indépendamment du changement climatique. Oui, en effet, la jurisprudence séculaire a joué un rôle fondamental, puisque aucune loi n'est intervenue, à ma connaissance, du côté italien non plus, pour mieux cerner la responsabilité que peuvent avoir certains sujets dans leur action professionnelle ou dans leur action administrative, puisque nous voyons de plus en plus de maires, de responsables des services de la sécurité mis en cause pénalement, civilement, pour ne pas avoir suffisamment considéré certains dangers. Alors, je peux vous assurer que du côté, par exemple, de la région du Nord de la vallée d'Aoste, tout est fait pour qu'il y ait le maximum d'informations, concertation, rapidité d'intervention, mais l'impondérable, l'imprévisible survient toujours, et il est très souvent le cas de familles, de personnes disparues qui ouvre des procès contre la vache à traire. Dans ce cas, oui, l'État ou la région qui peut intervenir, ou la commune qui peut les dédommager pour cela. Non, je crois que là, c'est quand même un terrain sur lequel la magistrature, je suis avocat de formation, donc toujours avec une vue légèrement différente là-dessus, mais la magistrature joue un rôle fondamental dans tous les pays, puisque, contrairement à ce que l'on croit, que la loi écrite, la loi votée par les parlements est souveraine, le vrai souverain, à mon sens, est le juge. Donc c'est lui qui... c'est évidemment une expression rhétorique, mais c'est lui qui a la possibilité d'intervenir en formant une règle juridique plus adaptée, qui s'approche des besoins. Quand on enseigne le droit comparé, on a souvent l'habitude de dire le common law anglo-saxon, c'est les magistrats qui font la loi, et le droit continental européen, à nous, c'est les parlements. En réalité, heureusement, dans le droit continental, la magistrature a encore un rôle éminent à jouer. S'il y a quelque chose que les autorités publiques en matière les parlements, donc le législateur, peut et doit faire, c'est de s'assurer qu'il y ait une protection supplémentaire pour ceux qui agissent dans le contexte de montagne, qui est devenu un contexte en effet très très dangereux, ne serait-ce que pour les gérants des biens communs, des sections de communes chez vous, des consorteries dans la vallée, des consortages en Suisse, etc. Les gens ne se font aucun souci, ils montent avec leur vélo, ils montent avec... pour faire de la piste, et les propriétaires, donc certaines fois les communes, autrement des propriétés privées ou collectives, deviennent automatiquement responsables. Et c'est là qu'il devrait y avoir un rééquilibrage, un léger déplacement, dirais-je, dans la mesure, pour faire de sorte qu'au-delà de certaines limites de rationalité, l'on n'inflige pas non plus la torture du procès. Parce qu'il n'est pas simplement question d'être acquitté en presque 4 ans, 5 ans, 10 ans dans une procédure judiciaire. Il est question de protéger ceux qui agissent en toute bonne foi, en administrant nos biens, en administrant les communes de montagne ou en gérant certaines activités, de ne pas être soumis à une torture judiciaire. Puisque, en effet, des fois, le procès est bien plus lourd que la peine elle-même. Voilà, c'est pour dire, nous avons un devoir de protection de ceux qui travaillent correctement dans le contexte de la montagne. Et pour rebondir et élargir, me vient une réflexion pour revenir au changement climatique. Le changement climatique, il a un tempo rapide, et de plus en plus rapide.
l'évolution du droit, elle est lente. Alors, on voudrait parfois qu'elle soit plus rapide, mais il faut du temps pour voter des lois, voter des traités, pour que la jurisprudence les interprète, les applique à des cas concrets. Et le droit, il est toujours en retard par rapport à l'évolution de la nature, voire de la société. Et le droit, il court un peu derrière. Donc, il ne faut pas trop en attendre, parce qu'il ne peut pas être en déséquilibre avant. Le droit, il ne peut que prendre les éléments qu'il a hérités d'un passé récent ou très ancien, les digérer et les appliquer au cas concret qui lui est soumis. Et ça devient ensuite des lois, des décrets, des jugements, des arrêts, etc. Mais le droit a beaucoup de mal, parce qu'il n'en a pas la légitimité, il n'en a pas d'expertise scientifique, pour être en déséquilibre avant par rapport à ceux qui nous menacent. Improvisation de séance. Hein. Il y a une judiciarisation autour de la montagne, et cela a un impact économique et social qui va certainement métamorphoser les conditions de vie et d'habitat en montagne. Est-ce que vous auriez des questions à poser à nos invités? Non? Oui, peut-être Régina? Je vais essayer de formuler deux questions. Alors, deux questions. Je crois. Je crois. Il y en a une déjà, c'est sur ce que peut faire le droit. Là, on a parlé à la fois des mesures, comme on appelle, pour pallier ce qui va se passer, et puis des mesures pour empêcher que le réchauffement soit encore plus important que ce qu'il sera, puisque de toute façon, il y en aura un, il y en a déjà un. Il me semble que, enfin, c'est pas la même chose en droit. J'ai l'impression que pour les effets correctifs, il y a deux sujets. Enfin, il y en a un que vous avez un peu évoqué. C'est le sujet de l'équité. C'est un sujet très important. Et même si le droit a un temps long, de toute façon, ce sujet, il faudra sans doute le traiter avec le temps long du droit. Il y a un sujet que vous avez à peine évoqué un tout petit peu avec le Tuvalu, avec les îles Tuvalu, c'est les migrations. C'est quand même un sujet qui risque d'avoir une influence vraiment importante pour tout le monde. À la fois les pays qui vont émigrer, puis ceux qui vont... voilà. Maintenant, sur l'aspect empêcher que le réchauffement ne s'accélère, on a tous en tête les accords de Paris, Kyoto, je ne sais pas, c'est Tokyo, Kyoto, je ne sais plus, c'est Kyoto. Merci. On n'a pas l'impression que ce soit d'une efficacité faramineuse, même s'il y a des États qui s'engagent, qui sont responsables maintenant, mais voilà. Donc ça c'est une première question. La deuxième, je crois, c'est que, je ne connais pas le droit italien, mais en France, on a des études d'impact environnemental quand on fait un projet d'investissement, ou que sais-je. Voilà. Je ne sais pas si aujourd'hui on analyse l'impact CO2, enfin l'impact réchauffement climatique d'un projet d'investissement, mais est-ce qu'on pourrait imaginer, j'ose même pas y croire, je pense que non, hein, mais je le dis quand même, une sorte d'étude d'impact CO2, enfin réchauffement climatique, sur des grands projets d'investissement, des grands projets d'infrastructure ou d'investissement, mais au niveau international. Je ne sais pas si ça existe, je ne sais pas, c'est totalement, sans doute, aberrant, enfin j'en sais rien. Voilà. Alors je vais faire quelques morceaux de réponse. Sur les études d'impact, elles existent sur les grands projets ou même sur les moyens projets. Elles sont en général assez décevantes pour en avoir quelques-unes. Bon, enfin, on commande un cabinet d'études, voilà, puis il y a des ingénieurs qui font des trucs et des machins, et puis on rend la copie, et puis on est content parce que le dossier est formellement présentable. Personne ne dit que l'étude d'impact doive se limiter à l'impact hexagonal. Donc le cas échéant, imaginons un projet qui serait construit, je ne sais pas, à la limite de la frontière belge. On n'imagine pas que l'étude, je prends ça parce qu'il n'y a pas de montagne, hein, ne te vexe pas.
on n'imagine pas que l'étude d'impact, la pollution des eaux, etc., ne prennent que la partie française. Donc ça existe parce que l'étude d'impact existe dans la législation française. Je ne sais pas ce qu'il en est dans la législation américaine ou japonaise ou que sais-je. L'autre morceau de réponse que je voulais faire, c'est sur l'immigration, les migrations. Bien sûr, je pense que c'est la principale conséquence du changement climatique. Parce qu'à la limite, s'il n'y a plus de glaciers dans les Alpes, on fera plus de cascades de glace l'hiver. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passera que tous les grands fleuves qui irriguent le Rhône, le Pô, le Rhin, le Danube vont s'assécher et que tous les bassins de ces fleuves deviendront invivables. Enfin, je pousse le bouchon très très loin. Bref, il y aura évidemment, et il commence à y avoir, des migrations liées à l'assèchement. Ceci étant, attention, le Sahel reverdit. C'est pas toujours... il faut avoir une vision globale du sujet. Mais comme la question, c'est les aspects juridiques, ces gens qui quittent leur pays parce qu'il devient invivable à raison de la chaleur, par exemple, le droit actuel existe pour les migrations. Il n'y a pas encore... Alors, il pourrait y avoir un statut de réfugié climatique permettant de donner un titre de séjour à tous les gens qui arrivent en disant « dans mon pays, il fait trop chaud ». Je doute qu'il y ait une majorité à l'Assemblée nationale pour voter ça. Donc, pour l'instant, le droit actuel des migrations, il existe, le Code des étrangers, il s'applique, faute de mieux, en attendant mieux, il s'applique à tous les types de migration, qu'elles soient personnelles, universitaires ou climatiques. Et du coup, sur les autres questions, je sais pas si vous avez quelque chose. Oui, juste un complément. La condition de réfugié, par exemple, qui est reconnue par le droit international, par la Convention de Genève, ne s'applique pas aux réfugiés climatiques. Ne s'applique pas aux réfugiés climatiques. C'est uniquement la menace considérable, réelle, à la vie, à la santé, à la sécurité de la personne pour des raisons politiques qui, en quelque sorte, enclenchent la dynamique pour reconnaître un droit d'asile dans certains pays. On a évoqué hier, lors de l'inauguration, la question, par contre, intéressante de la reconnaissance de la part de l'Australie pour la première fois d'une condition de migrant climatique. On étudie ça comme un cas très intéressant qui pourrait faire avancer un peu, faire bouger un peu les lignes par rapport à cette question. Par contre, pour revenir au cadre juridique général, le tout début de la responsabilité collective des États en matière climatique se situe en 1992 à Rio. Rio, c'était le sommet de la Terre. La première fois, 180 États se sont réunis et ils ont adopté deux conventions, l'une concernant le réchauffement climatique et l'autre la biodiversité. Et il ne faut jamais oublier que ces deux aspects sont étroitement liés, malheureusement. Il a fallu, pour des raisons techniques, différencier les organes, les instances de discussion et d'initiative, dont celles pour le réchauffement climatique qui ont engendré l'accord de Kyoto à l'intérieur de la COP 7, je crois, et naturellement l'accord de Paris fondamental en 2015. Ces accords ont précisé un principe qui était déjà au tout début dans la Convention de Rio, qui est celui de la responsabilité commune mais différenciée. Et c'est l'humanité entière qui est responsable pour ce qui se passe, mais il y a différents niveaux de responsabilité, puisqu'il y a des pays qui ont quand même passablement joui des ressources naturelles et passablement augmenter cet effet de serre de par la pollution qu'ils ont produit. Il y en a d'autres qui n'ont rien fait et la solution n'est pas de leur laisser faire maintenant ce qu'ils n'ont pas eu le moyen de faire dans le temps, mais le moyen, c'est d'œuvrer tous ensemble. Et il y a quelque chose qui ne se réalise pas, et à mon sens, ça tient à ce big business qui est sous-jacent, et c'est le transfert de technologie. Au lieu d'aller toujours plus vite et d'obtenir toujours de meilleurs résultats à l'intérieur de nos pays, il faudrait partager davantage avec les pays qui ont
appelle en voie de développement, les instruments pour se protéger de la pollution et de l'émission des gaz à effet de serre. Inutile d'avoir une très haute performance, dire allez, on a rempli le meilleur résultat, et puis d'avoir la poubelle en Inde plutôt que l'Amazonie qui est détruite par les bulldozers et par la production forestière. Donc, il s'agit d'avoir une vision générale, il s'agit de faire avancer cela dans un esprit, vous l'avez dit, c'est vous qui avez eu le mot, équité, l'équité, c'est-à-dire répartir l'effort, mais l'effort doit être très soutenu et très rapide. La dimension du temps n'est pas dépourvue d'intérêt, et elle est essentielle, capitale à mes yeux. J'ai oublié de répondre sur les effets concrets des engagements pris à Paris. Alors, il faut effacer les 2 années Covid, parce que là, pour le coup, la baisse des émissions de gaz à effet de serre a été constatée, mais bon, voilà. Mais même en effaçant les 2 années Covid, on est sur une baisse réelle pour la France, on va être à moins 30% par rapport aux engagements pris. Et l'Union européenne également. Alors après, ça différencie selon les pays, selon les modes de calcul, etc. Donc la France fait sa part de l'effort. L'Union européenne fait sa part de l'effort. D'autres pays ne le font pas. Mais en tout cas, pour ce qui relève de notre périmètre politique, les actions conduites par le gouvernement, mais aussi par les entreprises, mais aussi par les collectivités, mais aussi par les simples citoyens, ont abouti à une réduction substantielle, 1/3, c'est pas rien, des gaz à effet de serre depuis, je ne sais plus quelle est l'année de référence, mais enfin, on est sur la bonne trajectoire. Donc ça, c'est... Oui, merci, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a quand même eu une part de délocalisation. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais bien sûr. ceci étant, voilà. Bien sûr. C'est vrai que si on exporte toutes ces usines, on exporte aussi sa pollution, bien sûr. Mais bon, voilà. On ne maîtrise pas non plus tout. Enfin, ouais. Non, mais je comprends. Il faut localiser. Très rapidement, mais oui, si l'on pense que M. Trump n'a pas attendu une semaine pour retirer une 2e fois des États-Unis des engagements de l'accord de Paris, ça en dit long. Mais le problème que nous devons nous poser, c'est la Chine. C'est la Chine qui compte maintenant pour 1/3 des émissions et qui, dans une situation que nous critiquons au point de vue de la démocratie, agit d'une façon très cohérente. Et peut-être, comme elle a été décisive pour la question de la dénatalité il y a 40 ans, avec une politique que nous avons beaucoup critiquée, mais qui a peut-être donné un bon coup de pouce à sauver la planète par rapport au surpeuplement, peut-être qu'ils vont nous aider. Il y a un certain intérêt à suivre l'idée de grande harmonie que Xi Jinping est en train de promouvoir, parce qu'elle a des côtés aussi intéressants. Et surtout là, vous savez, quand ils tirent le levier, ça répond tout de suite. Ils n'ont pas besoin de trop négocier avec la société. Voilà, écoutez, merci en tout cas aux juristes de nous faire construire un avenir à la fois raisonnable, équitable et social. Et juste un mot sur votre avenir à vous. Est-ce que vous avez des projets éditoriaux? L'année dernière, vous avez présenté ton livre sur le Mont Blanc sans frontières. Et puis François, je pense, est un des prochains acteurs de la rentrée littéraire. Donc juste un mot sur votre avenir littéraire. Ah, ce sera très rapide. C'est pas tellement littéraire, vous savez, ils sont toujours ennuyeux, ces juristes. C'est plutôt pour présenter, avant la fin de l'année, un ouvrage sur le droit glaciaire. L'idée que les glaciers ont un droit qui est spécifique, la solution du droit de l'eau, du droit de l'environnement général, ne s'adapte pas toujours directement à la question de la protection des glaciers et qui a surtout un enjeu capital qui est le droit des territoires post-glaciaires. Tout ce qui va se dégager, ces immenses espaces, nous en avons quelques-uns de très beaux ici, mais il faut penser que sur Terre, il y a probablement 50 fois plus d'espaces qui vont se dégager, qui vont être des terres vierges. Monsieur Trump a ses idées là-dessus pour ce qu'on pourrait en faire. Nous en avons peut-être d'autres et nous promouvons une solution différente.
Pour ma part, je publie le 3 septembre, toujours chez Grasset, un roman contemporain, une fiction, qui s'appelle La Dame aux oiseaux. Et j'ai obtenu de Grasset d'avoir quelques exemplaires. Si vous voulez regarder à quoi ça ressemble, je suis sur mon stand dans un quart d'heure. Voilà, donc une présentation mondiale d'un grand livre de la rentrée littéraire 2025. Je vous remercie de votre attention, mais avant de demander à nos invités de regagner leur stand, je voudrais dédier donc cette séance à Jean-Michel Asselin, qui était l'un des piliers des premiers salons et qui est aujourd'hui indisponible. Et je pense que s'il nous regarde en différé, ben, je pense qu'on peut lui dire qu'on pense bien à lui. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Et puis à tout à l'heure, sous l'œil des photographes.